Avant votre épisode de Moop Deep, juste un petit message pour vous rappeler que le MOOC numéro 14 sur les Spurs est disponible en précommande. On vient juste de le finir, en l'occurrence j'ai écrit dedans pas mal. J'ai écrit un portrait de Greg Popovich, j'ai écrit un papier sur Victor Wembanyama, j'ai interviewé des journalistes locaux, j'ai parlé à la personne qui a incarné le Coyote pendant 20 ans. C'est vraiment un produit dont on est très fier, dont je suis très fier en l'occurrence. C'est vraiment ce que nous on préfère faire chez Rivers. Donc je vous mets le lien dans la bio, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre travail, ça compte vraiment pour nous. Et je vous laisse maintenant avec notre épisode de Moop Deep qui n'a rien à voir avec ce MOOC. Comment est-ce qu'on construit une équipe NBA ? Aujourd'hui dans Moop Deep, on a décidé d'aller au fond des choses et puisque beaucoup de personnes se posent la question de comment est-ce que les Spurs vont construire autour de Victor Wembanyama, on s'est posé la question justement à échelle de la ligue, comment est-ce qu'on construit une équipe NBA concrètement ? Et donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, l'immense plaisir de recevoir avec moi un invité que j'attendais depuis longtemps. Il fait 1m95 pour 20 kg. C'est le Avoc de mon Prodigy. C'est l'élu de mon cœur, mon consultant préféré. Hugo Levet, comment ça va ? Bah ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. N'en faisons pas trop quand même, je ne fais pas 1m95, pas du tout, je fais pas loin de 20 kilos, c'est vrai, mais pour le 1m95, là, on est un petit peu dans le faux, mais je suis très content que tu m'aies invité mon Ben, c'est toujours un plaisir, tu le sais, j'attendais ça depuis un moment, tu m'as snobé de très longs mois, je l'ai très mal pris, j'ai vécu des choses extrêmement difficiles en voyant le les mensonge. invités se succéder, ils se succédaient. Il y en a eu, Le mensonge, il y en a eu des milliers et j'attendais toujours mon moment. Voilà, c'est le mien, c'est le nôtre, j'ai envie de dire, puisqu'on fait toujours très bien les choses tous les deux. Je suis très très ravi d'être là. Alors précisons par ailleurs que du coup je t'ai invité chaque semaine et que chaque semaine t'avais un truc qui t'empêchait, voilà. Et rappelons également que dans Moop Deep, justement le principe c'est que on raconte l'actualité de la NBA, on va dans les sujets d'analyse de la NBA depuis les États-Unis. Donc Hugo, c'est pas encore ton cas, je sais pas, peut-être qu'un jour ça pourrait arriver. On verra. Mais voilà, du coup on rappelle les bases. Et du coup aujourd'hui le thème qu'on a choisi d'aborder est très large, il est un petit peu risqué parce que on sait pas où on va avec ça. C'est un petit peu, c'est un thème pas facile, qui est pas facile à expliquer, qui est encore moins facile à vulgariser. Donc c'est ce qu'on appelle un thème un petit peu casse-gueule, mais on va très bien s'en sortir. Ça va très très bien se passer, vous inquiétez pas. Me coupe plus jamais pour faire des interventions aussi peu pertinentes. Ce que je voulais dire, c'était que du coup le sujet du jour, c'est comment est-ce qu'on construit une équipe NBA. Et ce qu'on veut dire par là, c'est comment est-ce que quand on reconstruit une équipe, qu'on n'a plus rien, ou alors on a des stars qu'on va transférer, etc. Comment est-ce qu'on construit une équipe NBA ? On n'est pas GM, on n'a pas la prétention de dire... ouais, c'est clair, non, le salaire c'est un peu plus intéressant dans les bureaux de la NBA. Mais non, l'idée c'est pas de dire exactement comment est-ce qu'on va construire une équipe NBA, mais c'est de prendre un petit peu les tendances générales, de voir les différences entre les équipes, de voir ce qui fonctionne, ce qui marche moins, etc. Et donc évidemment on va prendre l'exemple des Spurs de Victor Wembanyama parce que vous savez que c'est un petit peu le thème de prédilection, mais on va aussi s'élargir à d'autres équipes, dont celles qui commencent à percer, comme le Thunder par exemple, qui arrive un petit peu au bout de cette reconstruction. Deuxième place à l'Ouest quand même, c'est énorme. C'est pas du tanking, hein. Non, c'est pas du Voilà. tanking. Je pense qu'on se serait pas douté au début de la saison que le Thunder serait aussi haut. Et puis là, ils sont deuxième à l'Ouest, mais enfin, il y a un vrai monde où ils terminent premier. Et il y a encore 2 ans, se dire que le Thunder terminerait premier de la conférence Ouest, honnêtement, moi, j'y aurais pas cru. Ah, pour le coup, leur reconstruction, elle est très très vite et du coup, on va commencer par le tout début, le commencement. Est-ce que Hugo, tu peux nous dire concrètement comment est-ce qu'on construit une équipe NBA ? Alors, déjà, je pense qu'il faut commencer par rappeler que la construction d'une équipe et donc la reconstruction, c'est un processus essentiel en NBA puisque la NBA c'est cyclique, comme plus ou moins tous les sports d'ailleurs. C'est pas possible de gagner pendant 30 ans. C'est pas possible de ne pas passer par cette case reconstruction. On verra, il y a des petites exceptions, il y a des petites variantes évidemment, ça reste que de la théorie. C'est pas possible. La NBA c'est une ligue cyclique. Tu peux gagner pendant 10 ans, tu peux avoir une dynastie comme les Bulls de Jordan par exemple qui ont fait 2 repeats dans les années 90, mais on voit bien que à la fin de l'ère Jordan jusque dans les années d'Heroes au début des années 2010, les Bulls étaient dans les fins fonds de la ligue et ont galéré à repartir. Voilà, donc on peut pas gagner pendant 30 ans sauf quand on s'appelle les Spurs. On va en reparler, mais c'est d'ailleurs assez fou de se dire que les Spurs
vivent plus ou moins leur première reconstruction depuis 30 ans et depuis l'arrivée de David Robinson, puis de Duncan. Leur première, hein. Bah, c'est vraiment leur première. C'est fou de se dire que Greg Popovich a bientôt 30 ans de coaching dans les pattes et que ce mec est en train de vivre sa première reconstruction. Enfin, cette phrase n'a aucun sens. Donc non, c'est voilà, c'est la NBA est cyclique, donc la reconstruction c'est quelque chose de normal. Toutes les équipes passent par là. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, Ben. J'ai l'impression que t'es un psychologue et que t'essaies d'expliquer à un enfant c'est normal, ça va, tout va bien se passer, etc. Et en fait, c'est un peu ça pour les fans, en fait, parce que c'est un processus qui est difficile. Effectivement, tu le dis, c'est normal. Et la NBA est encore plus cyclique qu'avant. Les Bulls de Jordan ont dominé pendant très longtemps, juste parce qu'ils avaient les bons joueurs et qu'ils ont fait des moves intelligents. Aujourd'hui, oui, voilà, juste Michael Jordan, ça aide un petit peu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore plus cyclique, encore plus compliqué, je pense, de construire une équipe. Parce qu'il y a vraiment une tendance où, dans la ligue, il y a des équipes qui accumulent les tours de draft, les jeunes, etc., qui ont des effectifs extrêmement jeunes, avec beaucoup, beaucoup d'assets. Et de l'autre côté, tu as les équipes qui dépensent tous ces tours de draft, tous ces jeunes, pour, en fait, construire vraiment un contender. Donc, il y a une scission entre les deux. Et du coup, il y a t'alternes entre les deux zones, en fait. T'alternes entre je suis jeune et je reconstruis, je suis vieux et je suis contender. Et ça, mine de rien, ça touche à peu près tous les marchés. Le seul exemple que j'ai en tête d'une équipe qui y a échappé, c'est peut-être les Clippers, qui sont passés de Lob City à Kawhi Leonard et Paul George comme ça. Même les Lakers, par exemple, ont eu leur phase un petit peu plus jeune. Donc, je pense que t'as raison. Par contre, t'as esquivé ma question, tu peux pas expliquer comment est-ce qu'on reconstruit une équipe NBA? Je vais faire écho à une discussion que j'ai eue avec notre ami Florian Tixier, que tu connais très bien. Et Florian Tixier identifiait 3 grandes périodes dans la construction et la reconstruction d'une équipe. Étape 1, faut drafter des jeunes à fort potentiel, il faut que tu accumules les jeunes. Donc que ce soit par la draft, que ce soit par du trade. Une fois que tu as un énorme vivier de talent, et c'est là que ça devient très compliqué, faut que tu identifies ton franchise player. Faut que dans tout ce vivier de jeunes talents, et des fois c'est difficile parce que t'as beaucoup de jeunes talents qui ont un potentiel de franchise player, bah en fait, tu peux pas filer les clés du camion à tout le monde, au bout d'un moment, faut que tu fasses des choix. Et choisir quel joueur et définir quel joueur sera ton franchise player pour les peut-être 10 prochaines années, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Je prends l'exemple des Rockets. Quand ils ont drafté Jalen Green il y a 3-4 ans maintenant, on se disait tous c'est bon, c'est Jalen Green. Aujourd'hui, il y a Alperen Sengun qui est un petit peu sorti de nulle part, et cette saison, ça a complètement rebattu les cartes, et je pense que à l'unanimité, on est tous d'accord pour dire que c'est Alperen Sengun qui doit porter cette équipe des Rockets, c'est plus Jalen Green. Donc on voit que c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement difficile. Et puis après, il y a la dernière étape, une fois que t'as ton jeune franchise player en puissance, faut le développer. Faut le mettre en confiance, faut lui mettre les bonnes choses, le bon environnement autour, et puis il faut l'entourer, puisqu'il peut pas gagner un titre tout seul, et donc entourer son franchise player, là c'est aussi un processus qui peut prendre des années, et t'as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure avec les gros marchés, notamment les gros marchés à Los Angeles, à New York ou à Boston, pour ne citer que, on y reviendra après, c'est qu'aujourd'hui on est sur une NBA où tout va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite qu'avant dans le mouvement des joueurs. On voit beaucoup plus de superstars qui demandent leur trade, parce qu'il y a vraiment cette prise de pouvoir des joueurs qu'on observe depuis quelques années. Avant, regardez, Michael Jordan a fait toute sa carrière aux Bulls, Kobe Bryant a fait toute sa carrière aux Lakers, Tim Duncan pareil avec les Spurs. Aujourd'hui, on est dans une ère où t'as Kevin Durant, s'il est un peu saoulé, il peut te dire, tu peux recevoir une notif de Woj à 23h30 pour te dire que Kevin Durant a demandé son trade, pareil pour Kyrie Irving. Non mais c'est vrai, pour James Harden, enfin il y en a plein. J'ai l'impression qu'on est parti super super loin dans le truc. Quand on parle à 23h30, t'as une notif de Woj et tout, pendant la sieste en plus. Pendant la sieste, on se souvient de ce magnifique podcast qu'on avait tourné de très 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 tôt le matin après l'annonce du trade de KD. Mais voilà, en plus, il y a des nouveaux paramètres qu'il faut prendre en compte et qui peuvent compliquer une reconstruction. En fait, aujourd'hui, reconstruire une équipe en 2024, faudra pas forcément le faire, et ça ne se fait pas forcément de la même manière qu'il y a 30 ou 40 ans. Non, ça c'est clair. J'ai demandé justement à ChatGPT de m'expliquer pour voir si t'avais triché ou un truc comme ça. Et en fait, finalement, la réponse est pas si mauvaise. Tu vois, ça commence par... je résume, hein, c'est on draft intelligemment, bon, c'est facile à dire, hein, mais on signe... Pas forcément par la draft. Pas forcément par la draft. Regarde OKC, leur franchise player. Ils l'ont eu très jeune. Ils l'ont pas eu par la draft.
Mais regarde par exemple, tu sais quand on va commencer à rentrer dans les exemples concrets. Justement, OKC, je pense c'est un peu le cas d'école parce que justement c'est l'équipe qui typiquement c'est construit par la draft. Parce que justement, on a l'impression comme ça que Shai arrive et que c'est le franchise player qui sort un peu pas de nulle part, mais je veux dire, comment dire, c'est un petit peu on a l'impression que Shai il arrivait à un stade où il fallait reconstruire et ils ont eu la chance de l'avoir, etc. En fait, non, c'est juste le fruit de comment dire, de tous les transferts qu'il y a eu avant. Donc ça part du transfert de Paul George. Le transfert de Paul George, il part du transfert d'Oladipo et Sabonis. Le transfert d'Oladipo et Sabonis part du transfert de Serge Ibaka. Ouais. Donc en fait, tu redescends tout ça. Et pareil, du coup, en même temps, ton projet du côté Thunder se construit par le biais du transfert de Russell Westbrook, qui a été donc envoyé à Houston. En l'occurrence, ça, tu le sais bien, tu t'en souviens bien. Tu vas réussir à remonter jusqu'à Sean Kemp, toi. Hein. Tu vas réussir à le faire. Hein. Non, en vrai, je vais m'arrêter là, tu vois. Mais t'as raison, t'as raison. En fait, on part de là pour le Thunder où tu as ces deux trades majeurs de Paul George et Westbrook qui rapportent 5 premiers choix de la draft, 2 pick swap, Shai Gilgeous-Alexander, Treman, Jalen Williams, Pokuševski du coup qui était coupé. Et en gros c'est après ça le package. Puis même à côté tu as des petits joueurs que tu as trade après. OKC même ils ont fait un truc intéressant qui était de ramener par exemple Chris Paul pendant un moment. Il y a eu Dennis Schroeder. En fait, il y a eu une année supplémentaire où ils ont fait l'excellent choix en fait de prendre des vétérans, de regonfler un petit peu leur valeur et de les réenvoyer. Mais du coup, OKC c'est un peu un cas d'école. C'est la preuve. OKC c'est le meilleur exemple pour montrer qu'une reconstruction est un processus lent. On reconstruit pas une franchise en 2 ans. C'est un processus lent où il faut faire les bons choix et où souvent la précipitation ça paye assez rarement finalement. Et il y a par exemple. J'adore ce que t'es un peu un gâteau chinois ambulant. T'as l'impression que tu craques et t'as un petit peu de sagesse à offrir à chaque fois avec des petites formules poétiques, tu vois. J'aime beaucoup. Je t'en prie, reprends. Franchement, Hugo Levet et sagesse dans la même phrase, on l'avait rarement dit. Donc je vais prendre ça pour un immense compliment. Mais oui, OKC pour moi c'est aujourd'hui en NBA le plus bel exemple de reconstruction. Vraiment que ils ont rien fait de pas bon en fait. Il y a même un moment où on se disait Sam Presti, il y a un moment quand même il va falloir que tes pics de draft, parce qu'il combien il en avait accumulé, il en avait 16, 17 premiers tours, genre c'était un délire. Et on se disait mais là au bout d'un an ça fait beaucoup, fait des choses mon garçon. Et en fait le mec est trop fort, puisqu'aujourd'hui tu te retrouves t'es deuxième à l'ouest. Le mec est trop fort. Là, on est typiquement sur l'exemple d'un bon management qui fait les bons choix au bon moment sans se précipiter. Réussite, finalement. En fait, après, je pense que c'est aussi un truc, c'est qu'on a l'impression que OKC c'est très peu raté, parce que justement, OKC avait prévu une marge d'erreur qui, je pense, est essentielle dans tous les projets de reconstruction. Bien sûr. En fait, quand tu regardes, il y a eu des échecs, mais en fait, on les a plus ou moins oubliés. On vient pas de Pokuševski, bon c'est un petit échec parce que il a pas demandé beaucoup de. Oui. Voilà, il a pas demandé beaucoup d'investissement. Je pense à, je sais pas si c'est un échec, mais Ousmane Dieng par exemple, qui a été drafté du coup assez haut dans la draft. Je sais plus où exactement, ça va être un pick 10, 11, quelque chose comme ça, 9 peut-être. Comme ça, ouais, je crois que c'est 8 ou 9 même, il me semble. Et en l'occurrence, cette année-là, ils ont monté dans la draft pour aller chercher Ousmane Dieng. Ils auraient pu drafter par exemple Sengun, un truc comme ça. En fait, le Thunder a pas fait tous les meilleurs choix imaginables à la draft. Ils ont pas fait, tous les joueurs qu'ils ont ramenés dans leur projet ont pas été forcément pertinents. Aussi, je pense par exemple au trade de Steven Adams qui ramène du coup le pick d'Ousmane Dieng, en partie, c'est un des deux picks qui sert, et Kenrich Williams qui, pour le coup, s'est évaporé du projet. Donc il y a plein de petites erreurs comme ça, mais parce que justement le Thunder avait prévu un peu une marge de manœuvre. Ils avaient tellement de marge de manœuvre qu'en fait ils avaient le droit de s'octroyer cette marge d'erreur. Quand t'as une immense marge de manœuvre, forcément ta marge d'erreur, tu limites les risques. Et c'est obligé, l'intelligence du front office du Thunder. T'es obligé en fait, pour aller au bout de mon truc, de faire des erreurs en fait dans un projet. C'est obligé que peut-être qu'à un moment tu vas te tromper de franchise player, de lieutenant, peut-être qu'à un moment tu vas essayer de développer un joueur qui va pas marcher, peut-être qu'à un moment tu vas transférer un joueur justement qui va pas, que t'aurais pas dû transférer. Je sais pas, l'exemple des Clippers par exemple, il y a le débat, est-ce qu'ils auraient dû transférer Shai Gilgeous-Alexander contre Paul George? Ils savaient pas à ce moment-là que Shai allait devenir aussi bon. Mais c'est un débat, tu vois, ils ont peut-être fait une erreur potentiellement, mais ça veut pas dire que leur projet est mauvais. En fait,
ce qui est évident, c'est qu'il va falloir faire des erreurs, donc il va falloir aussi accumuler les choses. En fait, on peut pas drafter en se disant, moi c'est bon, j'ai mon franchise player, maintenant je prends son lieutenant, je prends le troisième couteau machin, je veux un pivot qui est capable de faire ça, et en fait, t'as drafté 4 joueurs et tu te dis, bon bah c'est bon, j'ai vraiment mon corps, et en fait ça marche pas comme ça parce que pas forcément, mais il y a de grandes chances qu'il y ait au moins un de ces joueurs qui ne fonctionne pas, et donc il faudra changer un moment. Donc je pense que dans le processus de construction, tant qu'on identifie tout ça et qu'on parle de la draft, il y a le côté il faut faire des erreurs un petit peu, et je pense que Houston est un petit peu là-dedans aussi d'ailleurs. Il y avait eu Kevin Porter Jr., Jalen Green. Kevin Porter Jr. arrive dans un trade avec Cleveland. Il arrive de mémoire contre 1 ou 2 second tours de draft. Hein. Donc là, non, l'investissement est pas dingue, mais voilà, je veux dire, tu laisses une vraie place dans le projet, et après il est. Tu lui as laissé une vraie place dans ton projet. Pendant 2 ans, il a eu un des rôles les plus importants au sein de l'équipe. Il a fait de bonnes choses, il a fait de mauvaises choses. Il s'est avéré que c'est un fumier monumental, et je suis très content qu'il ne soit plus chez nous. Mais Kevin Porter Jr., c'est l'exemple typique du pari que tu tentes, qui te coûte pas grand chose, mais qui peut beaucoup te rapporter. Et quand t'es en reconstruction, c'est le genre de petits moves qui peuvent faire toute la différence et te faire potentiellement gagner du temps. Ou alors, ce temps-là, t'auras un retour sur investissement énorme au final à l'arrivée. Et on peut se demander, par exemple, pour revenir aux Rockets et rester sur cette thématique de faire des erreurs à la draft, est-ce que les Rockets auraient dû drafter Evan Mobley à la place de Jalen Green? Bah là, c'est clair que vu comme ça, t'as envie de répondre oui, mais c'est tout le jeu, c'est clair. En fait, voilà, c'est le jeu de la draft. C'est tout simplement le jeu de la draft. Et on en reparlera peut-être après aussi. Quand on parlera des Spurs et qu'on fera un zoom sur les Spurs, il y a une part de chance immense dans la reconstruction. Non, mais je pense que c'est quoi, on peut en parler maintenant d'ailleurs, parce Parlons-en maintenant. En fait, les Spurs, ils font quoi concrètement? Imagine, les Spurs n'ont pas le first pick, ne peuvent pas drafter Victor Wembanyama. Bah gros, ton projet et ta reconstruction n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Et ça se trouve que tu continues de reconstruire et que tu continues de tanker pendant encore 5 ou 6 ans, on sait pas. La part de chance c'est tout le principe de la loterie, qu'on aime ou pas ce principe, il assure quand même une certaine équité, il ne limite pas le tanking, faut arrêter ce mythe. Les Spurs obtiennent le premier choix parce qu'ils ont maximisé leur chance pour l'avoir, et ils ont eu un coup de balle, c'est tout. Mais ça arrive à n'importe qui. Regarde, ils l'ont déjà eu avec David Robinson, ils l'ont déjà eu avec Tim Duncan, le Magic a eu un immense coup de bol l'année de la draft de Shaquille O'Neal, Houston, pareil, on n'est pas sur le même niveau de coup de bol quand même, hein, parce que Shaquille O'Neal, il y avait quoi, 2% de chance? Oui, non, mais là, c'est pour te montrer à quel point, regarde, s'ils ont pas, t'imagines, le Magic vient de retirer le maillot de Shaquille O'Neal. C'était d'ailleurs une honte qu'il ne l'ait pas retiré avant. Imagine, donc là, tu retires le maillot d'un joueur qui est potentiellement le joueur le plus emblématique de l'histoire de ta franchise. Il y a peut-être débat, Dwight Howard, Shaquille O'Neal, enfin bref, c'est un autre débat. Donc sur ce 2% de chance-là, 25 ans, 30 ans plus tard, tu te retrouves avec le numéro plafond. Non, c'est clair. Après, bon, pour le coup, je sais pas si c'est le meilleur exemple parce que ils ont rien fait en théorie. Enfin, d'accord. Il y a eu les finales quand même, mais je veux dire, il n'y a pas eu de. Je voulais parler de Shaq, voilà. Je voulais parler de Shaq. Non, mais je comprends, et en fait, c'est vrai que c'est une composante qui est extrêmement importante parce que ça me fait rire. Pour Basket Session, justement, j'avais écrit un article il y a quelques années sur les meilleurs projets de reconstruction. En l'occurrence, j'avais pris peut-être 5 projets, Magic, Pistons, Rockets. T'avais pas mis les Rockets, tu m'as fait peur. Non, en fait, j'en ai mis 6 même parce que je sais qu'il y en a 2 qui ont fini dernière égalité, c'était les Pacers et les Spurs. Parce que j'estimais qu'à l'époque que les Spurs justement avaient un retard en termes de capital de draft, en termes de talent aussi dans l'effectif. Mm-hmm. En fait, d'un coup, on est passé peut-être du 5e projet de reconstruction au 2e derrière OKC, voire même premier parce que OKC est sorti un petit peu de la catégorie reconstruction. Mais la draft de Victor Wembanyama change tout parce que c'est vrai qu'un franchise player change tout. Je prends l'exemple de Denver. Denver, en l'occurrence, quand tu regardes un petit peu l'arbre des joueurs qui sont arrivés et tout ça, en fait, il y a une tendance qui est claire, c'est que le pilier, et ça va choquer personne, c'était Nikola Jokic. Mais c'est dire à tel point que, en fait, un truc, là. Il a été drafté. Après, 1 an après sa draft, au moment où lui arrive en NBA, Michael Malone arrive, et à partir de là,
Alors, il y a aucun joueur qui prédate de Nikola Jokic et Michael Malone qui était dans l'effectif, parce que tous les joueurs qui sont venus ensuite ont été draftés soit au talent comme comme Jamal Murray, soit ont été draftés à la complémentarité à ce corps et donc à Nikola Jokic comme Michael Porter Jr. En fait, avoir un joueur socle quelque part pour construire, c'est essentiel, parce que la question c'est qu'est-ce que tu construis, autour de quoi, quelle qualité tu cherches, quel genre de profil tu cherches. Et donc une fois que tu as trouvé ta réponse à la question sur quel socle tu construis, ça va beaucoup plus vite. Donc les Spurs, eux, ont ce privilège de savoir exactement autour de quoi ils construisent. Je suis les Rockets, tu parlais justement de la difficulté de trouver son franchise player. C'est vrai que Jalen Green avait le talent potentiellement d'un franchise player. Mais c'est vrai que finalement, c'est plutôt Alperen Sengun. Peut-être même que Sengun, au final, ça va pas marcher. On sait pas encore exactement. Je trouve que c'est un projet d'incertitude. Donc, tu sais pas exactement où tu vas. Tu sais pas quel free agent tu veux. Tu sais pas quel transfert tu dois réaliser. Les Spurs ont un privilège de fou. Et ça, comme tu le dis, c'est vraiment de la chance. Et la question d'être vraiment, pour le coup, d'avoir le premier choix d'une draft qui était historique. Parce que le premier choix, en plus, tu draftes pas en 1 dans une draft où t'as un franchise player, tu vois. Avec, par exemple, j'aime bien prendre cet exemple, Anthony Edwards, qui est aujourd'hui un joueur absolument fantastique, qui est le franchise player de cette équipe des Wolves. C'est un joueur très fort, qu'il fallait drafter en 1, ça ne fait aucun doute. Sauf que là, c'est Victor Wembanyama. On parle même pas d'un jeune à potentiel, le mec n'avait pas mis un pied en NBA. Certains disaient, ce mec-là sera Hall of Famer, ce mec-là va tout déchirer. Enfin, c'est Victor Wembanyama. En plus, tu vois. Et non, franchement, la reconstruction des Spurs, j'ai envie de dire, elle va être facile, parce que t'as Victor. Ouais, c'est quand même un grand mot, mais on se comprend. Attends, je m'explique. Pourquoi elle va être facile ? Parce que ton pilier, c'est Victor. En plus, Victor a la tête sur les épaules. Tu vois, tout est carré. 2, c'est les Spurs. C'est le meilleur environnement possible pour Victor Wembanyama. Et là, on sait que le management est compétent, on sait qu'ils vont prendre leur temps. On le voit, d'ailleurs cette saison c'est parfois frustrant, mais ils prennent tout le temps et ils continueront de le faire avec Victor Wembanyama. On continuera de voir Victor Wembanyama sous les 30 minutes, il y a pas de problème. Tu vois, ils vont prendre tout le temps qu'il faut. Pour le coup, ça va augmenter avant la fin de la saison. Ça va augmenter. Popovich l'a annoncé. Mais enfin, tu vois, il y a tout. Aux Spurs, il y a tout. Et là, leur reconstruction, pour le coup, leur reconstruction, une fois que Victor sera installé, qu'il y aura des certitudes physiques autour de Victor Wembanyama, ça va aller à 400 à l'heure. Ça va aller à 400 à l'heure. Et là, ce qui va être peut-être un petit peu difficile pour les Spurs, ça va être de faire les bons choix pour l'entourer. Est-ce qu'il faut garder Devin Vassell ? Est-ce que Sohan, c'est le bon plan, tu vois. J'ai pas les réponses aujourd'hui parce que c'est trop tôt, il y a que 50 matchs qui ont été joués. Mais ce serait un peu prétentieux aussi de dire je sais que Devin Vassell doit partir, que Bien sûr, évidemment. Mais tu vois, c'est le genre de questions que les Spurs vont devoir se poser et qui, à mon avis, se posent déjà. Mais va falloir, au bout d'un moment, faire des choix forts, des choix qui risquent peut-être de ne pas payer. Mais ça va être le gros du chantier pour les Spurs, ça c'est sûr. C'est quoi, j'appuie là-dessus, sur ce que tu viens de dire justement sur le côté, c'est probablement ce qu'ils sont en train de faire, parce que ce qui est intéressant, c'est que Popovich a un petit peu décrit le processus des Spurs. Je pense que c'est intéressant à ce stade du podcast de sortir un petit peu ce qu'il disait justement. C'est pas quelque chose de révolutionnaire, c'est pas quelque chose qui va changer la dynamique de ce podcast. Juste comme ça, on a vraiment une autorité qui va nous le dire. Donc il explique qu'après une période faste, une fois que tu changes de... Popovich est plus à même que nous deux d'expliquer des choses sur la manière de construire une équipe, c'est ça que tu je pense à peu près autant, mais c'est bien d'avoir des yeux frais sur la question. Parce que Popovich, lui, il a jamais vécu une reconstruction. Moi, j'ai vu les Rockets pendant 4 ans. Hein. Alors après, faites ce que vous voulez de cette information. Je pourrais parler longtemps des reconstructions de Popovich, mais je n'irai pas là-dedans. Mais du coup, ce qu'il expliquait, c'est ça en fait, c'est vraiment, évidemment, on travaille, on développe autant de joueurs qu'on le peut. On surveille les agents libres, on drafte bien, et puis on assemble le tout. Et là, c'est vrai que c'est ce qu'on dit depuis le début, en fait, c'est vraiment, du coup, tu draftes autant que possible, tu développes autant que possible. Et ce qu'il expliquait aussi dans d'autres conférences de presse, c'est que un des processus que font les Spurs, c'est de déterminer qui va rester, qui va partir, etc. Et justement, je dresse un peu le fil pour qu'on s'y retrouve dans ce podcast. C'est l'étape suivante. Là, on a parlé longtemps de la draft, du développement des jeunes, du fait de trouver un franchise player.
la suite, c'est d'alléger l'effectif autour, de travailler l'effectif autour. Et ça, comment est-ce que tu le fais concrètement? Parce que du coup, une fois que tu as bien drafté, une fois que tu as dans ton joueur quelques joueurs prometteurs, un franchise player établi, c'est quoi la suite pour aller gagner des matchs, concrètement? Pour moi, et c'est encore un avantage qu'ont les Spurs, c'est que par exemple, aujourd'hui, je vais beaucoup prendre l'exemple de Sohan et de Vassell. Parce que on va dire que c'est, entre guillemets, les 2 lieutenants de Victor Wembanyama. Il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de problème, on peut Voilà, dire ça. on peut le dire. Les Spurs, quoi qu'il arrive, au moment où ils vont prendre leur décision, développer Devin Vassell et Sohan, ça n'aura jamais été du temps perdu. Parce que soit c'est le bon fit et ils se disent on va à la guerre avec eux, soit leur valeur, ils auront pris de la valeur sur le marché des transferts. Et c'est là que tu vas faire les trades intelligents, c'est là que tu vas chercher peut-être ce petit vétéran qui fait toute la diff. Tu vois, je prends l'exemple par exemple de Jeff Green à Houston. Ça paraît genre, ça paraît sans aucune importance, mais c'est typiquement le genre de joueur qui fait du bien dans un effectif et qui serait bien chez aux Spurs, tu vois. T'aurais pu prendre l'exemple de d'Aaron Gordon à Denver. Mais Aaron Gordon, ça, tu vois, mais ce genre de joueur-là, genre de joueur Anthony qui a Davis aux Lakers. Tu vois, enfin, c'est les joueurs qui sont faits pour ajuster un effectif, ajuster les derniers rouages et faire les derniers réglages. La base, ils l'ont. Les lieutenants, ils les ont. Ils pourront pas garder tout le monde, c'est sûr et certain. Mais ils ont toute la base. Et après, c'est de l'ajustement. Après, faut placer une pièce ici. Enfin, voilà, on va pas vous faire un dessin. T'as juste ton effectif pour être compétitif. Ça va être un immense défi pour les Spurs, mais honnêtement, je me fais pas du tout, mais alors pas du tout de soucis pour eux. Continuez de développer vos jeunes. C'est pas du temps perdu. C'est pas un investissement dans le vent. Il faut le faire, ils le feront, j'ai aucun doute là-dessus. De toute façon, les Spurs ont toujours été un modèle de développement de jeunes joueurs. On a vu ce que ça a fait avec Parker, on a vu ce que ça a fait avec Ginobili, on a vu Kawhi Leonard qui est arrivé, qui était jeune, qu'ils ont réussi à développer dans un effectif déjà ultra compétitif. Ça ne fait aucun doute. Et que Sohan ou Vassell restent au sein du projet Spurs dans 1 an, peut-être 2, on sait pas. Ça, c'est pas à nous de le dire. On n'est pas devin, on peut pas savoir ce que feront les Spurs. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas le temps de jeu qu'ils prennent sur le terrain, c'est pas du temps perdu. J'aime bien ce que tu dis. Je trouve ça très juste. Et j'ai une stat intéressante pour compléter un petit peu ce truc de. Il y avait pas eu de stat encore dans ce podcast, ça m'étonnait. C'est pas une stat. Je suis désolé, j'aurais pas dû dire ça. C'est l'habitude. C'est un fun fact, on va dire plutôt. Ok, allez. J'ai remonté du coup les 10 derniers champions NBA pour vérifier si ça se confirmait ou pas. Et ce qui se vérifie à chaque fois, c'est que chaque équipe qui a gagné un titre a soit drafté 2 de leurs stars. Donc je prends l'exemple des Nuggets avec Murray Jokic, les Warriors avec Clay, Draymond et Steph, les Spurs avec tous les joueurs de l'univers. Voilà, soit ils ont fait ça, soit, enfin, c'est et tu vois, des fois ils ont drafté deux stars et en plus fait ça, des fois ils ont fait que ça. Soit ils ont fait ça, soit ils ont réalisé un énorme transfert. Je prends l'exemple des Bucks qui ont ramené Jrue Holiday, l'exemple des Lakers qui ont ramené Anthony Davis, les Raptors, peut-être l'exemple le plus parlant avec Kawhi Leonard. En fait, à chaque fois dans ces trucs-là, il y a eu un moment où il y avait soit donc 2 stars qui ont été draftées, soit un transfert majeur. Donc on peut dire que dans la plupart des cas quand même, il y aura ce transfert assez important. Et puis même si on reprend l'exemple du coup des équipes qui ont drafté 2 joueurs, on prend les Nuggets, je parlais d'Aaron Gordon plus tôt, c'est un transfert qui était essentiel pour que les Nuggets deviennent champions. Les Warriors ont ramené André Iguodala. Bon, il y a eu Kevin Durant, après c'est un petit peu un cas d'école aussi, mais du coup quand tu reprends ces exemples-là, il y a eu le transfert en plus. Donc j'ai l'impression que tu peux pas être une équipe qui gagne de manière réaliste sans réaliser de transfert. Tu peux pas être non plus une équipe qui gagne sans drafter de joueurs à potentiel, soit pour avoir ces 2 stars, soit comme tu l'expliques justement, pour réaliser ce transfert. L'exemple du coup des Spurs que tu donnes avec Vassell et Sohan, avec leur cote, c'est l'exemple des Lakers un petit peu. En ce moment, on parle beaucoup de Trae Young aux Spurs. Ouais. C'est pas forcément des rumeurs avérées, tu vois, mais on a vu beaucoup de gens dire ouais, Trae Young aux Spurs, ce serait incroyable avec Victor Wembanyama. Tu développes Sohan, tu développes Vassell. C'est typiquement le genre de package qu'il te faut pour aller chercher ces trop de superstars pour entourer Victor Wembanyama. Tu vois, donc quoi qu'il arrive, le maintien, c'est pas du temps perdu. C'est exactement là où j'allais avec ça. En fait, c'est l'exemple que tu donnes par rapport à Vassell et Sohan que tu as développé avant et que là tu réexpliques ici.
c'est arrivé concrètement, par exemple, aux Lakers. Parce que quand tu veux aller chercher Anthony Davis, qu'est-ce qui se passe? T'envoies Lonzo Ball, t'envoies Brandon Ingram, t'envoies tous ces joueurs-là qui sont jeunes et qui sont intéressants. J'ai oublié les exemples que j'ai donné avant et j'ai pas d'idée concrète de. Je sais pas, les Raptors, c'est très gênant. Super. Non, les Raptors, par exemple, enfin, tu vois, le trade à l'époque était bizarre, mais les Raptors ont envoyé DeMar DeRozan pour récupérer Kawhi Leonard. En fait, il faut forcément des joueurs de talent que tu as développés à un moment pour réaliser ce transfert-là. Donc, tu as raison sur le fait qu'il faut qu'ils développent leurs joueurs pour que ça avance. Et donc, encore une fois, je fais la trame, tu développes tes joueurs, enfin, donc, tu draftes tes joueurs, tu développes tes joueurs, soit tu as 2 stars dedans, soit plus, soit tu réalises un transfert majeur. C'est quoi la suite encore pour aller gagner un titre? Concrètement, qu'est-ce qui te manque encore dans l'équation totale qui fait que tu arrives au titre? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les derniers ajustements et les derniers petits engrenages qui paraissent anodins mais qui changent tout. Regarde par exemple le titre des Lakers dans la bulle en 2020. C'est qui le role player par excellence que personne n'a? Jared Dudley. J'ai envie de me foutre en l'air. Voilà, c'est KCP. Tu veux... Ouais, ok, moi je pense pas d'Alex Caruso, mais... Et c'est le même profil. C'est des joueurs qui vont pas te fournir la feuille de stats de manière très visible, mais c'est des joueurs d'expérience, des joueurs sur qui tu peux compter tous les soirs, et qui peuvent te faire basculer un match. KCP par un 3 points ou à un 3 points assassin, tu vois, en fin de match. Caruso par un style où genre il étouffe défensivement 3/4 d'effectifs adverses. C'est ce genre de joueur, c'est ce genre de profil qu'il te faut pour aller chercher ton titre. Toutes les grandes équipes dans l'histoire avaient ce genre de profil. Regarde, pour rester sur les Spurs, ils avaient Bruce Bowen. Les Warriors, ils avaient André Iguodala qui faisait le sale boulot, qui faisait un très bon sale boulot. Attention, c'est pas vraiment un role player quand même. André Iguodala, c'est le role player qui n'est pas un role player, tu vois, c'est un lieutenant plus. Enfin, t'as compris l'idée. Je sais pas, Kevin Looney un petit peu aussi. Andrew Wiggins, tu vois, qui est certes All-Star, mais qui est certes All-Star, mais qui a un rôle un petit peu moindre. Andrew Wiggins, joyeux anniversaire. On enregistre aujourd'hui le vendredi 23 février, c'est l'anniversaire d'Andrew Wiggins. Joyeux anniversaire à mon ami Andrew, je sais qu'il nous écoute. Je sais, voilà, j'ai de la famille au Canada, on se connaît par un cousin, d'un cousin. On a déjà joué au curling et on a fait du MMA ensemble à l'école primaire. Voilà, un bon anniversaire à mon ami Andrew. Et je suis d'accord. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que il y a ces questions. Enfin, c'est ce que dit Pop, c'est ce que on voit dans toutes les équipes, c'est qu'il y a un moment où il faut signer ou transférer ces petits joueurs qui sont autour. Ça suffit pas d'avoir 2 stars, etc. Je pense même à Brook Lopez, par exemple, chez les Bucks. Et là, on parle de mecs qui ont un rôle plus ou moins de role player dans leur équipe, parce que forcément t'as à côté de Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday, de Chris Middleton, t'as forcément un rôle moindre, mais enfin Brook Lopez, rappelons quand même que sur le papier c'est un mec qui est all-star, quoi. Et je rappelle au passage que c'est le meilleur marqueur de l'histoire des Brooklyn Nets. Voilà, pour te donner une petite idée, petite stat qui ne sert à rien, mais je voulais la passer. Voilà, je voulais la passer. Regarde, l'année dernière, les Nuggets, ils ont Bruce Brown. Ils ont Bruce Brown, ils ont Gordon, ils ont KCP aussi. Ils ont KCP encore, tu vois. Regarde, ils ont Christian Brown aussi. Les Raptors ont Marc Gasol, ils ont Serge Ibaka. L'époque des Rockets, des grandes années des Rockets de Harden. On peut pas prendre des équipes qui gagnent pour de vrai. Comment? On peut pas prendre des équipes qui gagnent pour de vrai plutôt que les Rockets. Non, mais je te prends une grande équipe. Je rigole, vas-y. Une équipe légendaire. Je te taquine, je t'en prie, vas-y. Bah, t'avais Trevor Ariza, t'avais du PJ Tucker, t'avais du Clint Capella, qui doit de l'argent à James Harden d'ailleurs. T'avais plein de choses. Eric Gordon, en plus, qui était 6e homme de l'année, tu vois. Mais tu ne peux pas concevoir d'aller loin en playoff et d'être contender si ton ossature, c'est 2 franchise players et des role players plutôt médiocres autour. Ça n'existe pas. Là, honnêtement, en tête, j'ai pas d'exemple. J'ai aucun exemple en tête. D'équipes qui gagnent avec des role-players moyens. Avec juste une star, un lieutenant et tu gagnes. Ça n'existe pas. Non, de toute façon, en fait, c'est tout le truc dans le basket, on a tendance de trop souvent résumer les résultats collectifs d'une équipe de 5 joueurs qui jouent en 5 contre 5 à 1 joueur ou 2 joueurs ou 3 joueurs. La vérité, c'est qu'effectivement, une équipe, c'est une rotation. Donc, à partir de là, t'es obligé d'avoir des bons joueurs. En fait, c'est peut-être limite trop évident ce que tu dis, parce que, en fait, ce que tu dis, c'est il faut avoir des bons joueurs
pour Attendez, là, gagner un je titre. dis des évidences folles. Mais on est d'accord, mais c'est important de le souligner parce que justement, on a tendance à oublier qu'il faut tout cet écosystème autour et que ça suffit pas juste d'avoir de quelques joueurs. Et ce qui est intéressant avec OKC par exemple, c'est que justement tous ces joueurs, t'as l'impression qu'ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Les Jalen Williams, je parle pas de role player. Là, je vais lister tous les joueurs qui sont autour de Shai et qui composent une équipe qui est vraiment passionnante. Chet Holmgren, Josh Giddey qui était se faire transférer mais qui est un joueur intéressant. Jalen Williams. Jalen Williams. Tous les Williams de l'effectif finalement. Lou Dort qui a 24 ans. J'ai réalisé qu'il avait 24 ans. Lou Ah, Dort. c'est une folie ça. Il est plus jeune que Shai, tu sais. Je jouais au Paul hier, tu sais. Il est plus jeune que toi. Il est plus jeune que... Oh merde. Ah ouais? Non, si. Non. Si, il est plus jeune que toi. Ne fais pas Bah croire non. aux gens que tu as moins de 30 ans, Benjamin, ça ne sert à rien. Tu vis comme un petit trentenaire bourgeois, tu manges des nouilles instantanées, des Pokéballs. Voilà. D'accord. Ne fais pas croire des choses aux gens, ne fais pas croire des choses aux gens, ça ne sert à rien. Ceci n'est que tromperie, et je serai toujours là pour le rappeler. C'est important de débunker les trucs. T'es un vrai journaliste d'investigation finalement. Et c'est quoi, je me sers de ça pour faire une cassure parce que j'ai pas envie de parler trop longtemps de l'exemple de Casey parce qu'on sait pas encore ce que ça a donné. Et puis on pourrait parler des Rockets, on pourrait parler des Spurs, etc. qui ont aussi des joueurs qui sont des role players, joueurs d'équipe en devenir, etc. Mais je marque une cassure parce que du coup, donc je reprends ce fil, tu draftes bien, donc t'as 2 stars où tu réalises un transfert. T'arrives là, t'as ton noyau, c'est ça qu'on a identifié au tout début. Et là, maintenant, on parle de compléter la rotation. Donc, maintenant, on est là, t'as tes stars, t'as ton équipe qui est complète. Qu'est-ce qui te manque encore? Est-ce qu'il te manque encore des choses? Oui. C'est quoi la suite? Une chose essentielle, un coaching staff. Merci. Secrètement, je t'avoue, j'espérais que tu le dises pas et qu'à la fin, je pourrais te taper sur la tête en mode. Thibaut, t'es trop nul, t'as oublié qu'il y avait un coach dans le banc. Non, il faut un coaching staff. C'était un petit peu l'idée, mais le coach, effectivement, est essentiel, je t'en prie. T'as 2 types de coach, je vous apprends rien. T'as le coach qui est fin tacticien. Attends, je t'arrête, pause. Je trouve que ça commence terriblement mal. Genre, il y a 2 types de coachs dans la vie. Il y a 2 types de coach basket, les enfants. T'as le fin tacticien et t'as le meneur d'hommes. Non, mais par exemple, t'as certains effectifs où c'est bien beau d'accumuler les stars, c'est bien beau d'avoir des role players qui sont sur le papier très performants et qui sont sur le papier qui ont une forte valeur. Mais si t'as personne pour emmener ce groupe-là, parce qu'il y a une chose dont on se rend pas compte, dont on ne parle pas assez, c'est la vie que vivre au quotidien en groupe avec une équipe, avec un staff. De se voir 15 heures par jour, de faire des déplacements toute l'année, de jamais être chez toi. Enfin, ils voient plus leurs coéquipiers que leurs compagnons, leurs femmes ou n'importe qui. On se rend pas compte que si tu n'as pas un noyau dans le staff, donc le coach, les assistants coach et tout ça, pour lier tout ce beau monde, tu peux avoir toutes les superstars et tous les bons joueurs du monde, ça ne prendra pas. Hein. C'est d'une importance, mais là je dis encore une fois des choses évidentes qui paraissent évidentes, mais on ne se rend pas compte du poids de l'environnement aussi sur les joueurs. Regardez Damian Lillard. Bon, attends, d'accord, tu parles de l'environnement collectif, on parle pas du réchauffement climatique et tout. Il fait un peu chaud à Los Angeles, il fait un peu chaud, mais l'environnement. L'environnement collectif est primordial, sans compter l'environnement de la ville à proprement parler, de l'éloignement avec la famille. C'est d'autres sujets, tu vois, par exemple Damian Lillard, je pense, je suis pas dans sa tête, mais que c'est difficile pour lui d'avoir fait plus de 10 ans à Portland, où il est installé, où ses enfants sont à l'école, où il a ses amis, il a sa famille, il y a sa femme, bon, il a divorcé aussi, donc tu vois, ça c'est aussi à prendre en compte. T'arrives à Milwaukee, au bout de 10 ans dans une même équipe, qui est en plus une équipe dont tu as marqué l'histoire, je pense que c'est difficile à vivre et l'approche doit pas être facile. Et c'est là qu'avoir un bon staff, avoir un bon coach, avoir des bons teammates qui ont le bon état d'esprit, parce que des fois t'as d'excellents joueurs sur le terrain qui ont pas forcément le bon état d'esprit. C'est là que ça prend toute son importance et c'est pas à négliger dans la construction de ton équipe. L'exemple de Damian Lillard est super fun parce que quand il est arrivé, du coup, il y a Terry Stotts pour lui laisser des repères. Il est parti avant le début de la saison, donc ça c'est le meilleur exemple possible. Et je suis d'accord avec tout ce que tu dis, et au lieu de souligner, je vais ajouter, il y a aussi un aspect, je pense qu'on oublie souvent dans l'analyse du basket et qui est pourtant évident, tu l'as effleuré aussi, c'est la tactique. En fait, tu peux pas gagner si t'as un coach qui est nul tactiquement. Il y a un moment où
tu vois, Popovic, par exemple, évidemment, il a fait beaucoup de choses à ce niveau-là. Alors lui, il dira jamais, hein, il dira toujours que c'est les joueurs, que en fait Duncan était juste là, il hochait la tête par respect, mais en fait, c'est vraiment un fin tacticien. Je pense que le meilleur exemple de comment la tactique d'un coach peut emmener une équipe et être déterminant dans une construction, c'est le 8, c'est Eric Spoelstra. C'est Très clairement. Eric Spoelstra, il emmènerait n'importe qui en finale NBA. Honnêtement, tu me fous starter au Miami Heat, il y a un monde où je joue en finale. Tu vois, tu vas mettre 10 points par match à 45%. Non, mais c'est sûr. Non, mais toute blague gardée, oui, Eric Spoelstra est un très très bon exemple. Non, c'est un grand coach, et c'est vraiment la preuve que quand tu draftes assez bien ton coach, mais quand tu arrives à avoir un franchise coach, un coach générationnel, vraiment ce genre de personne qui va incarner le programme pendant tant d'années, ça change tout. Même Steve Kerr aux Warriors, par exemple, a été déterminant dans l'enchaînement. Michael Malone aussi aux Nuggets, le fait qu'il arrive en même temps que Jokic et qu'il reste longtemps, c'est un des coachs qui... Et d'ailleurs, les exemples que je donne, c'est assez amusant parce que, en fait, quand tu regardes tous les exemples que j'ai donnés, Popovic, Spoelstra, Kerr, Malone, c'est les 4 coachs qui ont passé le plus de temps dans leur équipe respective. Et c'est les seuls coachs qui ont passé plus de 5 ans actuellement en NBA dans leur équipe. Donc en fait, c'est vraiment, quand t'as ce genre de coach, c'est un privilège. C'est comme avoir un franchise player, c'est comme avoir ta deuxième star, c'est un privilège monstrueux. Et avoir un coach... Parce que pour moi, par exemple, Eric Spoelstra est autant franchise player que Jimmy Butler ou Bam Adebayo, par exemple, tu vois. Mais c'est pas le cas pour tous les coachs. Par contre, c'est vrai on n'est pas en train de dire que Tyronn Lue est franchise player aux Clippers, hein. Mais Tyronn Lue, c'est peut-être le contre-exemple. Pour rebondir sur ce que tu dis. Après, Tyronn Lue, c'est tellement particulier. Il n'est pas si mauvais que ce que les gens disent. Tyronn Lue m'a fermé la bouche. Voilà, Tyronn Lue m'a étonné dans le bon sens du terme. Il a beaucoup souffert, à mon avis, de l'image du titre de 2016 aussi, de l'image qu'il a laissée, parce qu'en 2016, effectivement, t'as LeBron James qui est absolument injouable et qui, selon plusieurs personnes, en fait, c'était lui le coach. Mais du coup, Tyronn Lue s'est un peu retrouvé au second plan, on l'a beaucoup critiqué, parfois à juste titre. Il y a eu des choses assez honteuses dans le coaching avec Tyronn Lue, faut le reconnaître. Mais là, honnêtement, depuis le début de la saison, il me bluffe. Et il faut le dire aussi, quand les coachs un petit peu critiqués ferment des bouches. Mais Tyronn Lue a été le contre-exemple et l'exemple même pendant des années du coach qui n'est pas bon tactiquement, mais qui gagne un titre. Ça l'a été, après le titre de 2016. Non, je suis d'accord avec toi. Enfin, après, moi, j'étais pas là en 2016, donc je sais pas exactement ce qui se passait là-bas. Mais je suis d'accord pour dire que Tyronn Lue, c'est un coach qui tient la route. C'est pas Doc Rivers, par exemple. Typiquement, c'est après. On attaque le Doc d'un coup là. Faut que je sorte les bastos. On attaque le Doc, mais on va garder ça pour un autre épisode peut-être éventuellement, parce que là, on va vraiment se concentrer sur la construction. Justement, encore une fois, je vais faire le point parce que je tiens vraiment à ce que on puisse avoir une réponse à la fin du podcast à comment est-ce qu'on construit une équipe. Donc voilà, une fois que tu as donc drafté tes joueurs, ton franchise player, que tu as en fait construit toute l'équipe avec tes stars, tes role players, etc., que tu as le bon coach, normalement, on est d'accord, à partir de là, tu gagnes. La question... Tu gagnes ou tu es en position de gagner. Parce que t'es pas la seule équipe qui a ce stade-là de ta construction, donc forcément... Tu gagnes pas le titre, je veux dire, tu gagnes des matchs, normalement. Genre, t'es une équipe de playoff, t'es OKC cette année, par exemple, qui a en fait tous ces éléments-là. D'ailleurs, quand on remonte, ils ont trouvé leur star avec un S. Je pense à Shai. Si je devais en citer une autre, ce serait peut-être Jalen Williams et du coup Chet. C'est après ça les stars de l'effectif. Ils ont un bon coach, ils ont de bons role-players autour. En fait, ils ont ces éléments-là. La question maintenant, c'est t'es OKC. Admettons que OKC soit contender, soyons fous. Allons jusqu'au bout du rêve. Il y a la question qui se pose pour moi de comment est-ce que tu restes compétitif. Et ça, je vais y répondre rapidement. Enfin, je vais commencer pour une fois. C'est pour moi, il y a 2 éléments qui sont essentiels. C'est de 1, la chance dont tu as parlé. La chance qui servait pour la draft, etc. Déjà peut encore servir. Si tu draftes Tony Parker, si tu draftes Manu Ginobili, si tu draftes, j'allais dire Nikola Jokic parce que c'est un second tour, mais si tu draftes Parker et Ginobili, si tu draftes Kawhi Leonard, en fait ça étend la compétitivité de ton équipe, ça la transforme. Et au-delà de ça, du coup, il y a la chance des blessures. Si Victor Wembanyama se blesse, évidemment, d'un coup, la reconstruction des Spurs en prend un coup. Si Shai se fait le ligament croisé, enfin voilà, c'est l'évidence. Ou ça, alors, ça implique un facteur chance. Ça te permet de finir au fin fond de la ligue, de rechoper un first pick et de drafter, voilà.
Les Spurs l'ont déjà fait, au ça hasard. existe aussi, c'est vrai. Ça existe aussi. Bon, évidemment, ne souhaite pas ça à Victor, attention. Non, mais surtout pas si jamais quelqu'un... ça, malheureusement, j'ai envie de te dire que tu peux pas, quand tu construis une équipe, partir du principe que tes joueurs vont se blesser. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas prendre en compte dans la construction de ton équipe et que c'est une erreur monumentale de faire ça. Tu peux savoir et être conscient que, par exemple, un de tes joueurs majeurs a une petite fragilité physique et prendre des précautions. On l'a vu des années avec Kawhi et le load management. On le voit cette année avec les minutes... Je suis pas sûr que ce soit le bon exemple, mais... Non mais là, oui, mais après t'as le débat de est-ce qu'ils ont pas poussé le délire un peu trop loin, tu vois, genre, d'accord, ok, mais tu peux être conscient de la fragilité physique de tes joueurs majeurs et donc prendre tes dispositions en conséquence. Par contre, tu ne peux pas remettre en question la manière dont tu construis ton équipe à cause de cette peur des blessures. Ça n'a aucun sens de faire ça. Ça dépend du niveau de blessure. Si c'est Yao Ming, tu vois, forcément, il y a un moment où il faut dire, bon bah, stop quoi. Voilà. Et là, oui, non mais, enfin, ce qui s'est passé avec Yao Ming, c'est que les Rockets y ont cru pendant des années, sauf qu'au bout d'un moment, au bout de trop longtemps, ils se sont rendus compte que c'était pas viable, en fait. Et donc là, tu rases tout et tu repars à zéro. Mais au moment où les Rockets draftent Yao Ming, forcément, t'as ce petit doute avec un gabarit pareil sur les blessures. Mais tu peux pas, au moment où tu draftes Yao Ming, dire on va pas foutre tout sur ce mec-là parce qu'il a une petite chance de se péter. Ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a aucun sens. Après, enfin, je veux pas élargir ce débat, mais du coup, l'exemple que tu donnes, je sais pas si c'est le plus pertinent. Parce là, on prend l'exemple extrême. On prend l'exemple extrême. Du coup, enfin, tu vois, s'ils n'avaient pas drafté Yao Ming, peut-être que ce serait mieux passé pour eux. Enfin, tu vois, c'est... Peut-être. Mais je reprends ce que ça, c'est encore une autre question, encore autre chose. On pourrait faire 3h30, c'est infernal. Je suis d'accord avec toi. Et pour le coup, je suis aussi d'accord avec le point que tu as évoqué. Tu peux pas te baser sur les peurs des blessures. Et encore plus quand c'est irrationnel. Je pense à Victor, qui a eu très peu de blessures en France. Et les gens étaient inquiets de la santé de Victor. Et dans toutes les déclats, d'ailleurs, c'est s'il reste en bonne santé. Pourquoi il reste pas en bonne santé? Moi, j'ai pas trop de doute là-dessus pour l'instant. Ah ouais, toi qui es avec lui, Victor, il attrape pas la gastro tous les 2 jours. Il se pète il a eu des allergies quand même. Il a des petites allergies? Il a eu des petites allergies. Mais sésame, paprika, non? Non, parce que c'est dans le sud du Texas, c'est quand le printemps commence à arriver ou quand t'arrives à la fin de l'hiver, il y a un pollen mais de malade mental, genre truc de ouf. Faut pas que je vienne, ça c'est pas bon ça. Mais ça c'est un autre, mais évidemment. Mais ça c'est un autre podcast. Non, le pollen, ouais, c'est pas... Le pollen au Texas, c'est un autre podcast. Franchement, on en fera un spécial. Est-ce que le pollen sent le tacos? Parce que c'est ça qui est intéressant. Je réponds même pas. Voilà, très bonne idée pour le prochain épisode de Mobb Deep, on fait un épisode spécial tacos. Voilà. Ok, tu sais quoi, je vais avancer, je vais faire comme si il s'était rien passé. Et je pense qu'un autre truc qui est important, c'est comment est-ce que tu t'adaptes et comment est-ce que tu fais pour rester une équipe compétitive. Et là-dessus, j'ai 2 exemples, un vite fait et l'exemple que je considère comme l'exemple ultime. L'adaptabilité, c'est essentiel. Je pense aux Warriors, par exemple, qui, en fait, ont voulu jouer le jeu de... on joue sur 2 tableaux, on va prendre des jeunes, on va essayer de construire 2 équipes parallèles. Ils ont pris Wiseman, Moody, Kuminga. Ça, c'était peut-être une erreur, par exemple. Et ils ont peut-être manqué d'adaptabilité dans l'idée de se dire, il faut qu'on prolonge, il faut qu'on continue de construire autour, il faut qu'on continue de, en fait, se renouveler pour rester compétitif. Ça, ils ont peut-être fait une erreur là-dessus. Mais l'exemple que j'ai envie de balancer maintenant, c'est OKC, encore une fois, mais pas cette équipe d'OKC, l'équipe d'OKC précédente. Parce que justement, quand tu regardes bien, en fait, tous les éléments qu'on a évoqués, avoir un avec PG et Westbrook, avec non justement encore, enfin celle non, ouais, j'avoue, t'inquiète, ce serait clair, t'avais tout, du coup t'avais le bon management, t'avais le facteur chance, et tu draftes Kevin Durant, on part de là, on part des Sonics, du coup, tu draftes Kevin Durant, tu draftes Russell Westbrook, et tu draftes tu draftes 3 MVP. Tu draftes quand même 3 MVP, mine de rien. Et le pire, c'est que tu aurais pu prendre des balles parce que Westbrook, tu l'as drafté, entre guillemets, haut. Les gens pensaient pas qu'il arriverait aussi haut. Tu aurais pu faire des erreurs. Harden, effectivement, c'est pareil, c'était un risque. T'as fait ce choix-là qui était assez audacieux. Ok. Pour Kevin Durant, t'as esquivé la balle Greg Oden. Il y a vraiment un facteur chance, un facteur discernement, bon management, etc. Et le développement de ces joueurs n'était pas évident. Développer Westbrook, faire en sorte qu'il s'en sorte avec ses blessures, c'était pas évident.
développer Kevin Durant, c'était pas évident. Et ils ont ramené Serge Ibaka notamment. Ils avaient une vraie équipe compétitive. Ils avaient tous les éléments dont on avait parlé. Ils avaient même un bon coach, je sais pas, c'est Scott Brooks. Ouais, coach average. Coach, voilà. De développement à l'époque, c'était considéré comme un bon coach. Et enfin, du coup, Billy Donovan ensuite, tout ça. Enfin, allez, sois fou, allons au bout du rêve. Genre, on peut dire qu'ils avaient un coach décent, peut-être assez bon pour gagner un titre. Ils ont fait les finales NBA en l'occurrence. Mais le Au truc, regard justement, du talent qu'il y avait dans l'équipe, c'était un coach largement suffisant pour aller gagner un titre. mais en fait, ils ont vraiment underachieve parce que il y a ce truc de l'adaptabilité. Il y a ce moment en fait où tu choisis Serge Ibaka au lieu de James Harden, ce qui était potentiellement une erreur. Il y a la manière dont tu as développé James Harden qui était une erreur. Je sais que le transfert de Ibaka Harden à l'époque, enfin le transfert d'Harden pour garder Ibaka à l'époque avait beaucoup de sens. C'est ce qui faisait le plus de sens. Mais Sam Presti, c'est le mec qui normalement a le flair supplémentaire. Je dis pas qu'il aurait dû le voir venir, j'ai juste que s'il avait vu venir, le projet aurait peut-être été encore meilleur. Donc il y a ce côté où il faut avoir cette adaptabilité. Et puis il y a le côté aussi où ils n'ont pas réussi jusqu'au bout à les entourer, à manager les égos, etc., pour aller jusqu'au bout alors qu'ils étaient à deux doigts. Et justement, c'est un peu l'exemple que je voulais donner à ce moment-là parce que c'est la preuve que tu peux réunir tous les éléments de l'univers, certains des meilleurs role-players. Tu peux réunir 3 futurs MVP dans la même équipe et tu peux justement tous les amener ensemble, tous bien les développer, etc. Et même faire les finales NBA et tout se casse la gueule à un moment ou à un autre. Je pense que c'est un peu l'exemple que il faut continuer à s'adapter, il faut jamais en fait prendre son projet pour acquis. Et un peu l'exemple aussi que tout ce qu'on a évoqué plus tôt, toute cette recette pour construire une équipe, c'est pas garanti. Non seulement on pourrait se casser la gueule à toutes les étapes, t'as pas de chance, tu draftes jamais très haut, tu draftes les mauvais joueurs, t'identifies mal ton franchise player, tu prends le mauvais coach, tu fais les mauvais transferts, etc. Tu peux tout foirer. Même si tu réussis tout ça, c'est pas une garantie de succès. Donc je pense que le Thunder, c'est un bon rappel par rapport à ça. De toute façon, rien n'est garanti en NBA, tout va extrêmement vite. Tu me permets d'aborder un point qu'on n'a pas encore abordé qui me semble primordial ? Si ça parle des Lakers, ça, tu vas aimer. Je te préviens, tu vas beaucoup aimer. Tout à l'heure, on a parlé de faire les bons choix pour choisir ton franchise player, pour drafter, pour bien les entourer, pour choisir le bon coaching staff. Vient un moment où tu dois faire un choix avec l'oseille. Je sais pas où tu vas, mais je pense que je vais bien aimer. Vas-y. On a parlé d'Ibaka Harden, c'est pour ça que ça m'a tilté. C'est bien beau de drafter plein de joueurs. C'est bien beau dans ces joueurs d'avoir des stars. Au bout d'un moment, quand c'est effectif, quand t'as construit ton équipe sur la draft, que tu récupères, pour reprendre une millième fois l'exemple de Casey, Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden, que donc ton effectif est basé sur un noyau extrêmement jeune, vient forcément le moment où il faut que tu fasses un choix à qui tu donnes l'oseille. Parce que tu peux pas filer contre un max à tout le monde, c'est pas possible. Et donc OKC s'est retrouvé dans la position où ils ont été obligés de faire un choix entre James Harden et Serge Ibaka, puisqu'ils ne pouvaient pas conserver les deux, puisque Kevin Durant avait il me semble à ce moment-là signé son extension max. Russell Westbrook, c'est la même chose. Et après, fallait faire un choix entre James Harden et Serge Ibaka. Tu ne pouvais pas. Harden avait demandé, je sais plus les montants à l'époque, ça a beaucoup changé en 10 ans, mais j'ai plus les montants. Harden avait demandé un montant qu'OKC ne pouvait pas se permettre de lui offrir. Sur le papier, il pouvait, mais ça voulait dire se séparer de Serge Ibaka. Ils voulaient pas mettre autant d'oseille sur James Harden. Ils ont préféré garder Serge Ibaka et donner un montant inférieur à Serge Ibaka. Donc là, tu te retrouves dans une position où tu perds James Harden, qui part à Houston, qui va prendre son oseille à Houston et qui deviendra MVP. L'histoire, on la connaît, mais c'est l'exemple qui montre que vient au bout d'un moment. On parle des joueurs, on parle du coaching staff, faut aussi qu'on parle du front office. Parce que, on l'a fait un petit peu en fait. On l'a fait un petit peu avec les transferts et tout ça, et les choix à la draft. Mais au bout d'un moment, pareil, le GM, le président des opérations basket, même le proprio de la franchise, qui vous voulez, c'est eux qui décident à qui ils donnent l'argent. C'est eux les décideurs au bout d'un moment, et tu peux pas faire ce que tu veux. Et on va parler après des équipes qui, elles, en ont rien à faire et font ce qu'elles veulent, puisque ce sont de gros marchés. Je te laisse juste réagir peut-être sur cet aspect un petit peu contractuel et cette problématique financière dans la construction d'une équipe. Non, mais en fait,
J'ai rien à ajouter, je dirais juste que c'est un petit peu la beauté de l'NBA aussi, Oui. de ce côté équité, où même si tu draftes, t'as toutes les stars de ton équipe, etc., peu importe l'attractivité de ton Mhm. marché, peu importe ce que tu fais à la draft, etc., il y a toujours ce facteur d'équité sportive qui arrive à un moment et qui dira stop, tu peux pas empiler les stars comme ça. Mais c'est juste pour dire ça. Et maintenant, c'est vrai qu'on a un dernier point à aborder, même si on n'est pas exactement d'accord tous les deux sur ce point-là, mais on va trouver aussi des tendances communes encore une fois. Euh, du coup, la question de comment est-ce que tu construis, si t'as un petit marché ou un gros marché, parce que la démarche qu'on a envisagée jusque-là, de drafter, transférer, etc., le processus qui est long, le processus de Denver qui prend 8 ans, celui d'OKC qui prend beaucoup moins de 8 ans, mais qui prend quand même du temps, etc., c'est un processus de petit marché. C'est un processus de tu dois drafter tes joueurs, c'est un processus de il faut que tu fasses les bons choix et tu n'as pas vraiment... En fait, tu as une marge d'erreur qui est beaucoup moins grande. Ouais. La question, c'est comment ça se passe quand tu es Los Angeles, New York, etc. Ok. Euh, les gros marchés, c'est une exception et c'est un petit peu la grande injustice de la NBA. C'est pas de la faute des équipes concernées. Donc par gros marché, on entend Los Angeles, New York, Boston. Voilà, ce genre. Boston, Ouais, en fait, il y a une échelle et il n'y a pas vraiment de voilà. On va vrai dire que tier list le qui gros existe. marché par excellence, c'est les Lakers. Voilà, on va prendre l'exemple des Lakers, comme ça c'est clair, c'est simple, c'est les Lakers. Même Donc Los Los Angeles. Angeles. En fait, les gros marchés, euh, tout ce qu'on vient de dire sur la construction d'une équipe avec les Lakers, vous oubliez. Donc, Je- tout le processus de draft, d'accumulation de jeunes et tout ça, on va prendre des grandes guillemets, on va vulgariser. Pour moi, tu peux oublier. Parce qu'en fait, ces équipes-là, elles ont un pouvoir d'attractivité tellement fort que pour schématiser, quand t'as des superstars qui partent, t'en as d'autres qui arrivent tout de suite. En fait, Hmm. c'est injuste, hein, mais c'est comme ça. Faut comprendre que pour une star, jouer à Los Angeles, au soleil, avoir un cadre de vie sympa, t'es en Californie, t'es au Staples Center, t'as tout Hollywood bord terrain, c'est LA, t'as les strass, les paillettes. Bah jouer à LA et jouer au fin fond de l'Oklahoma ou à Milwaukee, c'est pas pareil. C'est Bah, peut-être moi, dur de écoute, se rendre compte de ça, mais c'est pas pareil. Pour le cadre de vie, va demander à Nicolas Batum si dans le cadre de vie il préférait être à Charlotte, et encore Charlotte c'est pas un bon exemple, être à Portland par exemple, dans la grisaille, la pluie et le froid, ou s'il préférait en cadre de vie, je dis pas de son sentiment purement basket. Je pense qu'il préférait vivre à Los Angeles, que ce soit même pour sa famille et tout ça, tu vois. C'est très très important pour l'attractivité d'une équipe. Est-ce que tu peux me citer la dernière fois que les Lakers ont basé leur équipe sur un joueur qu'ils avaient drafté? alors, je précise un truc, je suis à Los Angeles actuellement et je préfère San Antonio. Je tiens à ce que ce soit dans le record. Je n'aime pas cette ville, voilà, enfin, ça passe. Mais c'est Non pas mais ma cam. t'aimes pas, mais tu peux comprendre que pour une superstar, Non, mais regarde, oui, je pense qu'en termes de cadre de vie, LeBron James je dis a ça, plus apprécié Miami et Los Angeles que la morosité morbide de Cleveland. Je sais même pas si je ça veut dis, dire quelque chose ce que j'ai dit, mais t'as compris je, l'idée. je dis ça pour l'anecdote. C'est vrai que l'exemple de Monsieur LeBron est Flick. particulièrement parlant parce qu'en plus, lui avait déjà une maison à Los Eh oui, Angeles, eh ses oui. enfants étaient là, etc. En fait, il voulait vivre à Los Angeles. C'était l'élément clé. Euh, la question que tu m'as posée, c'était Quand quoi? est-ce que tu peux me donner de mémoire la dernière fois que les Lakers ont basé leur équipe sur un joueur qu'ils avaient drafté? Bah, l'équipe juste avant celle qui a gagné un titre, enfin les derniers champions, genre l'équipe de Kobe. Bah voilà. Ça fait combien de Bah, temps qu'ils ont drafté Kobe? 96. Ça va faire 30 ans, mec. c'est leur dernière équipe avant celle de LeBron. Oui, non, mais d'accord. Mais Non mais voilà quoi. non, mais c'est pas. Oui, et encore Kobe. Enfin, d'accord. Non Shaq, non tu le non fais non non. venir. Shaq. Commence pas à faire le truc en mode ouais Kobe en fait c'est un choix de Charlotte ou machin. Non, non, Je mais pas je, du tout, pas du tout. Je vais je pas jouer n'entendrai l'apprenti pas. sorcier. Mais enfin, c'était pour te donner une idée, encore une fois, Mais vulgarisée. Hein. tu t'es fait Euh, ratio, hein. Je suis désolé, j'ai pas d'autres je me mots suis pour ça. pas fait ratio du tout. Je me Bah suis si pas parce fait que ratio du tout. la dernière équipe la dernière équipe comment dire, qui a gagné un titre avec les Lakers avant celle de LeBron James, c'est une équipe qui était construite autour d'un mec drafté. Ça fait combien de temps qu'il avait drafté ce mec-là? Mais peu importe, c'est pas grave. Justement, il l'avait drafté, ils l'ont eu pendant longtemps. C'était une dynastie, tu vois. C'est ouf, C'est bon, non? je parle Du plus. coup, Je parle plus. mais en vrai, même si je suis taquin, même si je suis tatillon, etc., je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que la différence entre les Lakers et les autres équipes, c'est que en 2018, LeBron James
vient signer chez toi. LeBron James vient signer chez toi. Si tu draftes LeBron James, t'as une chance monstrueuse. Mais il est possible, il existe des équipes qui peuvent juste dire, bon bah, on signe LeBron James. Il existe des équipes à New York aussi qui disent, on signe Kevin Durant, on signe Kyrie Irving, on fait quoi? Tu vois, c'est ça. Même les Clippers. Jordan, mais c'était pas assez de superstars. James Harden, c'était encore... ça pourrait être un autre podcast aussi, mais les Clippers, je pense, c'est un super exemple parce que, pareil, t'as cette micro-transition... après Lob City, ouais. Après Lob City. Et puis, tu fais quoi? Tu signes Kawhi Leonard et tu trades pour Paul George. Ok, c'est vrai que ces marchés-là, en fait, comme tu dis, ont un passe-droit parce que elles sont... du coup, elles sont extrêmement attractives et elles attirent les franchise players. T'as plus besoin de les drafter. Au-delà de ça, en plus, il y a un facteur supplémentaire on parlait de tous les role-players et tout. Ces role-players viennent jouer pour beaucoup moins cher à Los Angeles qu'ailleurs. Le titre de 2018 est rempli de joueurs qui jouent pour des petits contrats dans l'idée de gagner par la suite de bien plus gros contrats. Et d'être à l'aise, tranquillou. Tu vois, t'es au soleil, enfin, moi, je sais pas, moi, je suis joueur, ça me ferait plus kiffer de jouer pour les Lakers. Pourtant, je suis pas un grand fan des Lakers, hein, mais de jouer dans le cadre à Los Angeles plutôt que de jouer dans l'Oklahoma, quoi. Enfin, genre, avec tout le respect que j'ai pour l'Oklahoma, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. J'y suis allé à Oklahoma City, t'as l'impression que c'est Rennes, en fait. Mais je précise un truc parce que ça sera important, justement. T'as trouvé le Roison Park ou pas? Non, mais ils ont même pas un truc aussi grand que le Roison Park, mais bon, c'est pas grave. Ce que je dois préciser quand même, c'est que si tu prends l'exemple de ces équipes, elles ont des passe droits pour les signatures, etc. Bien sûr. Donc ça c'est un fait et ça accélère tout, ça change tout, etc. Mais ce qui n'est plus vrai, c'est que ces équipes-là ne peuvent plus fonctionner uniquement comme ça. Parce que si tu prends l'exemple des Lakers, comment est-ce que tu es une équipe compétitive qui gagne un titre? Parce que t'as Anthony Davis. Comment t'as Anthony Davis? Parce que t'as drafté Lonzo Ball, t'as drafté Brandon Graham, etc. Beaucoup de bons choix de draft, beaucoup de gros choix de draft. Et t'envoies aussi tes picks. Et pourquoi Anthony Davis a envie de quitter les Pelicans pour arriver aux Lakers? Parce qu'il y a LeBron James, parce que c'est Los Angeles aussi, tu vois. Mais t'as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. Il faut rappeler ça, et pareil pour les Clippers, d'ailleurs, qui avaient un certain nombre de tours de draft et qui avaient Shai Gilgeous-Alexander à envoyer. En fait, il y a ce paramètre où peut-être que avant, mine de rien, ça aurait pu marcher. Genre, avant, tu signes Kareem Abdul-Jabbar. Après, ils ont eu Magic, mais avant, ça aurait pu marcher de juste dire, t'es les Lakers, tu signes un mec. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais être sincère. Tu prends l'exemple du coup que j'ai donné de Kobe. La dernière fois que les Lakers ont fait un three-peat, typiquement, c'est parce qu'ils avaient signé le plus gros agent libre de l'NBA à ce moment-là. Parce qu'ils avaient Shaq. Et Kobe, c'était pas un choix très élevé à la draft. Enfin, 13e mine choix. de rien, c'est pas un first pick, c'était pas un Victor Wembanyama, tu vois. Donc il y a pas de certitude. Donc c'est vrai qu'ils ont vraiment un passe droit, mais il était encore plus fort avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as besoin toujours d'accumuler ce truc et de passer par les étapes qu'on a décrites, peut-être dans de bien moindres mesures, en allant plus vite, en prendre des raccourcis par-ci par-là. Mais je tiens quand même à préciser qu'ils sont obligés quand même de passer par bien sûr. Ils ont juste, des petits passes droits, des petits avantages de par leur attractivité. Et puis, autre paramètre un peu négligeable en vrai, mais je vais quand même le dire. Dans la tête d'une superstar, t'arrives aux Lakers, c'est une franchise historique, c'est une des 2 plus grandes franchises de l'histoire de la ligue avec les Celtics. Gagner un titre en étant la superstar des Lakers, ton nom, il est... En vrai, tiens, regarde, je vais te le tourner sous forme de question. Imagine, tu es une superstar, tu joues dans un petit marché, tu as le choix de partir de cette équipe qui t'a drafté, qui t'a fait monter, qui t'a fait devenir une star pour aller jouer à LA. Pour toi, dans ta legacy, qu'est-ce qui aurait le plus de valeur? Gagner un titre avec cette équipe-là, ou gagner un titre dans une franchise aussi historique que les Lakers, et avoir permis à une équipe déjà titrée 17 fois de remporter un nouveau titre? Non mais en vrai. J'adore parce que la question est très orientée, mais je vais répondre en 2 temps. De un, première chose, je pense que c'est plus impactant pour la legacy de gagner un titre dans ta première équipe. Oh, mais toi, t'es un homeboy, toi. Non, mais parce que on prend l'exemple de LeBron James justement en 2016. Quel titre de LeBron James compte le plus? 2016, non mais évidemment. Voilà. Et est-ce que Kevin Durant, on lui reproche pas justement d'être parti ailleurs, d'avoir choisi des facilités, etc. Il y a ce côté où, en fait, les gens, parce qu'on parle de la legacy, c'est la perception des gens finalement, c'est de ça qu'on parle. Et les gens préfèrent toujours la belle histoire où voilà, il y a la fidélité, le mec va aller ramener la coupe à la maison. Et deuxième élément de réponse qui est important, quand LeBron James a changé d'équipe en 2018,
je tiens à préciser. Moi, ce que je pensais éventuellement, ce que j'aurais préféré, c'est qu'il signe aux Clippers, pas aux Lakers. Ah ouais, Dans l'idée de dire, intéressant. il veut venir à Los Angeles, parce que si LeBron James avait, pris le premier titre de l'histoire des Clippers, il aurait peut-être été le plus grand joueur de l'histoire des Clippers. En fait, le mec aurait été encore plus légendaire. Là, il ajoute un truc à quelque chose qui est déjà très très bien Ouais, c'est constitué. ça. Je suis plutôt d'accord avec ce point de vue. Même Kawhi Leonard 2019. Ouais. Ah bah là, oui. Oui, là, c'est le très bon exemple. Après, moi, je pense que prendre un titre avec les Lakers, par exemple, pour LeBron, c'est un immense accomplissement. Tu vois, ils avaient pu gagner depuis Kobe. Le mec arrive, il ramène un nouveau titre à Los Angeles. Il aura son numéro au fond du plafond, en haut du plafond. Et puis c'est tout. Et on se dira, encore un numéro retiré aux Lakers. Ah, en fait, LeBron James, ouais, il a aussi marqué l'histoire des Lakers, alors qu'en fait, les Lakers n'avaient pas besoin de LeBron James pour avoir une belle histoire, tu vois. Ça a un côté aussi, ça peut avoir un côté sympa, un côté un peu sexy aussi ce genre d'histoire, même si je comprends parfaitement que oui, évidemment, prendre un titre avec la franchise qui t'a drafté, ça a toujours une saveur particulière. Et ça aura, c'est la plus belle des saveurs, je pense, pour un sportif de haut niveau. Je n'ai pas été sportif de haut niveau, voilà, j'ai fait un peu d'haltérophilie à mes heures perdues, mais Pour moi, t'es un champion de Molki, mon gars, c'est pas grave. ah, je déteste ce jeu. Ah, je déteste ce jeu. Horrible jeu. Horrible jeu. Un jeu très moubèche. Un jeu très moubèche. À manger du J'aime pas le chorizo Molki. vegan et boire une Corona parce qu'il y a pas de, parce que c'est une bière vegan et jouer au Molki, en faisant des bruits bizarres. Regardez, j'ai fait 10, voilà. C'est très moubèche. Ok, bon, maintenant tu vas réfléchir à ce que t'as dit, ok, et pour l'instant je vais conclure le podcast, parce que ça fait 1 heure qu'on discute, et je pense que y a un moment où il faut qu'on s'arrête. En plus, je pense qu'on a fait le tour de la question, mine de rien. Je pense que là, Euh, on peut difficilement faire plus le tour. Je pense que les gens en ont aussi ras-le-bol de nous entendre. non, Euh, non, j'ai dit quoi, tu te tais et tu réfléchis à ce que tu viens de dire, d'accord. Du coup, je fais le point sur tout ce qu'on a dit avant. On est donc au tout début d'une franchise, et éventuellement tu transfères tes stars, etc., t'accumules des assets par là. C'est la partie un petit peu pré-construction. ouais. Tu draftes, t'identifies les franchise players, enfin, ton franchise player, autour de lui, tu as soit une deuxième star dans l'effectif déjà par la draft, soit tu la draftes. Ensuite, par des transferts et par des signatures, via le joueur que tu as développé également, ce que tu fais, c'est que tu entoures ces joueurs-là. Je peux pas préciser, mais il faut évidemment développer tous les jeunes que tu drafter massivement, faire des erreurs, etc. Voilà, tu construis ton équipe avec des free agents, avec des transferts, etc. Il faut que tu aies un bon coach à un stade du processus qui est capable de te faire gagner tout simplement. Et ensuite, une fois que tu as tous ces éléments-là qui sont en place et que tu es censé gagner, il faut que tu restes dans l'air du temps, que tu t'adaptes, il faut que tu fasses les bonnes décisions, que tu gères bien l'argent, que tu continues d'avoir de la chance, comme ça a été le cas dans tes précédents drafts si t'as si t'as eu de la chance. Il faut que tu arrives à rester relevant. Donc il y a tous ces trucs-là, et tout ça, comme je disais avec l'exemple de Thunder, n'est pas une garantie que ça fonctionnera. Et en prenant tout ce tableau-là, si on prend l'exemple d'un gros marché, il faut juste se dire que tu fais le truc en zigzag et que des fois tu vas zapper une étape. Bon, t'as pas de franchise player, c'est pas grave, il y a Kawhi Leonard qui va venir. Oui, comme tu dis, c'est des zigzags dans ce processus-là. Tu vois, par exemple, t'as peut-être eu 1 an ou 2 de battement entre Lob City et l'arrivée de Kawhi. Et du coup, dans ces 2 années de battement, c'est 2 années un peu moroses, un peu tristounes, mais ça repart vite, tu vois. Et puis t'as l'avantage du coup pour l'étape signée des role players autour. Tu les signes plus facilement, pour moins cher, tu gères plus facilement l'argent, tu gères plus facilement les grands coachs, etc. Donc en fait, t'as des raccourcis et des privilèges. Voilà, et quand t'as un petit marché, t'es obligé de passer plus ou moins par toutes ces étapes. On n'a pas parlé des exemples de reconstruction. On a parlé des Spurs, des Thunder, des Rockets. Je les cite comme ça parce que comme ça les gens savent qu'on en a Des parlé. Hornets, voilà, il y en a plein. Les Hornets, Pistons, c'est un petit peu la catégorie de celles qui galèrent actuellement. Il y a celle les Wizards aussi. Le Magic, c'est l'exemple parfait d'une équipe qui est en train de sortir de cette bulle. Les Pacers également. On aurait pu parler des Nets, qui sont pour moi une immense anomalie et quelque chose honnêtement de jamais vu. Enfin, moi, j'ai pas le souvenir. J'aurais adoré qu'on parle des Nets, mais je pense qu'on n'a pas le temps parce que. On n'a pas le temps. Mais c'est vrai que c'est un cas extrêmement intéressant. En plus, je suis censuré avec le père Maubèche. Franchement, bien sûr que t'es censuré, Hugo. T'as la bouche bien sucrée, moi je. Non mais c'est bon. Je me sens un peu comme Fritz Corleone, tu vois. C'est fini, Hugo, en fait. Je t'explique, le podcast, il est fini, maintenant tu pars. On remercie les gens de nous avoir écoutés. Vas-y, dis merci aux gens.
Et merci à tous, les amis, de nous avoir écoutés. Ce fut un plaisir, en tout cas. Dis-leur de s'abonner maintenant. Dis-leur de s'abonner à Basket Session. Tu peux me finir remercier de remercier les gens tranquillement. Dis-leur de s'abonner. Parler aux gens et je peux pas les remercier correctement. Un grand merci de nous avoir écoutés et de continuer de suivre l'ami Benjamin Moubèche dans ses petites aventures au pays de l'oncle Sam. Écoutez ce qu'il fait. Vraiment, il est très très fort. C'est un ami, certes. Enfin, des fois, vite fait. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que ça s'entend et se voit, un énorme plaisir à tourner cet épisode qui était très très intéressant. Mon Ben, un grand merci pour l'invitation. J'espère qu'on pourra refaire ça. Qu'est-ce que t'as dit? Abonnez-vous, pouce bleu, petit pouce bleu. Après, tu repartages sur les réseaux, t'envoies tes copains, à tes parents sur WhatsApp, tu repartages partout. Tu t'abonnes à la chaîne, tu t'abonnes à tout le monde. Ça fait toujours très très plaisir. Laissez-nous une petite note aussi, voilà, comme ça on est petit commentaire, un petit message sur les réseaux, on se fera un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous. Et vu que ça m'a conclu, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas du coup les CQFR quotidiens sur la chaîne de Basket Session, le Hoop Culture aussi de dimanche avec Théophile. Et puis on revient la semaine prochaine pour vous parler encore de Victor, des Spurs et du MOOC sur les Spurs. J'ai pas mentionné le MOOC sur les Spurs. On va me tuer. Le MOOC sur les Spurs qu'il faut absolument commander, je mets le lien dans la bio parce qu'on sait jamais. Voilà, je vous dis à très vite. Salut et merci Hugo. À la prochaine à toi aussi. Un grand plaisir. J'embrasse mes amis de Basket Session. Voilà.